Hop, on va peut-être s'allumer la petite lumière, non? Parce que là, on n'y voit que dalle. Aussi, il va peut-être falloir que je m'achète des spots à un moment donné dans ma vie. Mais bon, écoutez, pour l'instant, hein, on fera très bien avec. Hop là. Et coucou YouTube. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on attaque cette vidéo avec un Besançon. Dans ma série Apprendre avec le tarot, je vous quoi? Je sais pas trop. Qu'est-ce que je vous transmets? Je veux initier une curiosité. C'est ça que je veux faire, ouais, initier une curiosité sur le tarot et mon chemin avec le tarot notamment. Et donc, c'est pas des cours magistraux du tout. Dans cette série-là que vous allez retrouver, il y a une miniature qui a plus ou moins les mêmes repères visuels de couleurs et tout. Donc, si vous cliquez sur ma chaîne, vous allez trouver les autres vidéos. Je vous ai parlé un petit peu un préambule sur les petites différences entre Rider, Marseille, quelques petits tips mots-clés pour les personnages de cours, pour des cartes qui se ressemblent ou pas, dans leur énergie. Je vous ai fait un petit focus sur l'alchimie aussi, qui a fait partie de mon parcours avec le tarot. Je voulais vous parler d'un jeu qui a vraiment tout mon affect, mais globalement, le Marseille a mon affect aussi. Il faut savoir que moi, j'ai commencé avec... j'avais sorti les personnages de cours, j'avais sorti toutes mes arcanes majeures et je jouais qu'avec ça. Donc au départ, pendant très longtemps, j'ai fait ça. Après, j'ai eu une vague oracle. Et après, je me suis tournée un peu plus sur des jeux type Rider, sans décrocher trop de mon Marseille, mais qu'avec les majeurs et les personnages de cours. Je savais pas faire mieux que ça. Je savais pas intégrer. Et puis un jour, je m'y suis plongée et puis voilà, je suis tombée dans la marmite du Marseille. Mais ça reste... J'utilise, j'aime énormément le Marseille, mais j'utilise aussi beaucoup de Rider, hein, donc c'est pas clivant d'aimer un peu le Marseille ou d'aimer que le Rider. Décomplexez-vous de pas accrocher avec le Marseille aussi, hein, si jamais. Mais si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus et que, en tout cas, on explore ça ensemble, écoutez, je vous invite à regarder cette vidéo. Je vais arrêter de balbater parce que je dois être vraiment déjà très saoulante. Aujourd'hui, on va cheminer et on va papoter autour du Besançon avec ce jeu-là en support. Alors, j'ai eu d'autres Besançons, mais je m'en suis séparée. La version que j'avais, mais qui est quand même déjà très bien, hein, mais que je suis un peu une geek pour certains trucs, c'est toute la série Anima Mundi. C'est ça, de Lo Scarabeo. Je vous la conseille pour tout ce qui est jeu un petit peu historique, iconographie ancienne et tout. Le cardstock est bien plus épais si, comme moi, vous n'êtes pas fan de la qualité de Lo Scarabeo. Sur les Anima Mundi, la qualité de carte est bien plus importante et très bonne et résistante, je pense. Juste, elle a ce côté un petit peu plastifié que moi, je recherche pas forcément sur un Marseille parce que j'ai envie d'authenticité quand j'ai un visuel ancien. Mais... soit c'est mes faveurs, enfin c'est voilà, je pense que quand t'as pas mal de jeux, à un moment donné, tu deviens aussi un peu plus geek sur la sensation des cartes et tout ça. Et moi, c'est vrai que je lis le visuel Marseille avec cette sensation de papier cartonné un peu épais, avec ce petit son sourd qui est assez représentatif du Marseille. Là, on a une version de 2000 que j'ai chopée sur Vinted, donc je suis très contente parce que du coup, j'avais revendu mon Besançon Lo Scarabeo. Donc, j'avais plus de Besançon, mais celui-là me tentait bien. Je voulais me l'acheter en boutique à Milan directement, mais là, j'ai topé sur Vinted à 60 balles, jeu d'un prix d'un jeu indépendant, mais une version de 2000 qui était la deuxième impression. De 1985. Vous avez encore ces recouvrements papier de la maison Emilia-Giello, qui est une maison d'édition italienne. Et je vous en parle un petit peu plus voilà. Mais on a une qualité cartonnage incroyable, avec un bruit sourd qui me transcende perso. J'ai une relation très très singulière avec ce jeu. C'est un gros coup de cœur dans ma carto. J'aime beaucoup mes Marseille. Vous savez, moi j'aime... je vous avais déjà partagé mes petits geekages Marseille
notamment avec ce jeu-là. Attendez, bougez pas. Voilà, il y a quelques temps, le Angel Tarot en version japonaise, donc la toute première version. Si vous voulez, si on a le temps, on se fera une exploration de tous les Marseille. Ils sont presque tous dans l'ordre, donc je pourrais les comparer si ça vous dit qu'on fasse ça, si la vidéo est pas trop longue. Donc du coup, mon petit Besançon, bah écoutez, c'est un jeu que moi je surkiffe pour ses couleurs déjà, parce que je le trouve juste magnifique. Je vais essayer de le garder dans l'ordre parce que sinon ça va être une cata. Là, c'est une reproduction. Donc, Besançon a aussi une image un petit peu de cousin rebelle. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Quand d'autres le trouvent pour s'être penché sur son histoire plutôt consensuelle, tu vois. Et puis, il est affilié aussi de société, pratique, voilà, je vais vous en parler aussi. Et pourquoi surtout? Pourquoi c'est associé? Parce qu'est-ce qu'il y a des preuves historiques ou pas derrière? C'est comme beaucoup de choses dans la cartomancie. Il y a le mythe, il y a le nom et il y a la réalité des choses. Quand vous commencez à regarder l'histoire des jeux, des tarots, les affiliations ésotériques ou pas, mais comme avec le jeu Mademoiselle Lenormand, même le Keeper, il n'y a pas très longtemps, du coup, je m'étais penchée un petit peu dessus aussi et on a les mêmes sujets. C'est que est-ce que ces jeux-là ont bien été utilisés par les personnes qui a leur nom affiché dessus? Pas certain. Est-ce que le tarot de Marseille, pas vraiment. Et est-ce que le tarot de Besançon est de Besançon? Je vous le donne en mille. Ah bah non, il n'est pas de Besançon. Mais je vous en parle tout de suite, ok? Allez, c'est parti. L'idée, c'était un petit peu de revenir sur ce deck qui est un petit peu singulier dans la famille Marseille. Parce que il va quand même avoir une structure un petit peu différente. Et donc, je me suis dit que ça serait génial de basculer dans cette ville fascinante de Franche-Comté et de plonger dans les origines du Besançon, à Besançon. Accrochez-vous, ça va rester léger dans tous les cas. Mais voilà, le tarot de Besançon, il n'est pas arrivé là par magie. Il a ses petits détails, sa petite histoire, surtout ses influences qui sont assez cool. Donc, c'est pour ça que personnellement, je l'aime beaucoup. Donc pourquoi déjà Besançon? Ah, hop, excusez-moi, j'ai eu un coup de fil du boulot. Faut se resituer un petit peu. Besançon, déjà, c'est donc une ville de Franche-Comté. Jusque-là, on est à peu près bon en géo. Donc elle reçoit toutes les influences en fait de ces cultures-là et de tout cet axe rhénan là comme ça. Donc il y a un peu l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et la culture française qui vont influencer en fait ce bassin-là culturellement. Et donc ça, c'est quand même un élément à garder en tête. En Italie, à Milan et à Bologne, les premiers tarots, ils sont déjà très très populaires depuis le XVe siècle, ok. Et ces cartes-là, elles sont gravées sur cuir, sur bois, peintes à la main, pochoir et compagnie. Ça sert de jeu, littéralement, pas de divination. Et c'est à des fins assez symboliques, mais aussi parfois pour des cadeaux artistiques et tout ça. Aussi, ça s'offre à des mariages et tout. Donc le tarot italien, on le connaît, 22 arcanes majeures, nos suites, ok. Jusque-là, on n'est pas perdu. Les influences, en fait, elles ont quand même traversé les Alpes et elles ont trouvé écho à Besançon parce qu'il y avait beaucoup d'imprimeurs locaux qui se sont intéressés à ces modèles-là et qui en ont fait peut-être une adaptation un petit peu originale comme ça au goût et à la culture régionale. Je vais agrandir un peu pour zoomer sur ce deck-là. Le tarot de Besançon, du coup, pour vous remettre un petit peu de contexte. On parle de tarot ancien, du coup, un nom qui revient presque toujours avec le tarot de Marseille. Mais l'histoire du tarot, elle est plus riche que cette juste seule tradition du Marseille. Et progressivement, comme ça, on va voir apparaître un modèle standardisé. Ce modèle-là, on va l'appeler plus tard le tarot de Marseille. Okay, les plus anciens tarots de Marseille, j'en ai un là en restauration, c'est le Noblet de 1650 à peu près. Ensuite, tu as le Dodal 1701, le Convert 1760. Voilà, c'est les jeux qui forment un peu la base historique des tarots de Marseille. Tu as ce Marseille-là de type 1. Donc ça, c'est un peu la base Marseille, ok. Dans la base Marseille, pareil, il y a un type 1 et un type 2, ok.
Le type 2, c'est par exemple le convers ou le pôle marteau. Pour te donner un exemple. Ok. Donc le type 1 qu'on associe, d'après les historiens, hein, c'est les deux grandes familles du Marseille. Le type 1, on l'associe à la période, par exemple comme le Dodal, on l'associe, et le Noblet, on l'associe à la période 17e siècle, 19e siècle. Ok. Début du 19e. Le type 2, on l'associe plutôt milieu 19e jusqu'à maintenant. Dans le type 2, on a le convers et le Paul Marteau, par exemple. Mais pour te resituer, du coup, le Besançon, il est assimilé au type 1. Donc Strasbourg, c'est un centre vraiment majeur de production de cartes. Et la ville, elle possède une particularité, c'est qu'elle se situe à la frontière entre le monde catholique et le monde protestant. Et donc cette situation-là, elle pose quand même des problèmes iconographiques. Hein, et c'est pour ça que ça va donner l'une des plus grandes particularités du Besançon, cette dualité religieuse. Et en fait, ça va pousser les quartiers à trouver des solutions. La divergence du jeu par rapport au tarot traditionnel, elle est surtout sur ces deux cartes-là, qui sont un switch mythologique. Du coup, on vire le côté religieux du tarot pour optimiser un peu sa diffusion et s'adapter à un contexte un petit peu politique et religieux local. Ok. Le pape et la papesse, ils connaissent quelques variantes aussi hein, autour des tarots de Besançon. C'est parfois switché aussi par Bacchus et le capitaine, Fracasse, par le printemps ou l'hiver, et aussi du coup par Junon et Jupiter dans ce deck-là, le Jacob GG. Aujourd'hui, on ne compte plus les ouvrages qui consacrent des interprétations comme ça au Marseille. Mais dès que l'on se penche un peu sur celui du Besançon, c'est vrai que la littérature, elle est assez muette, on manque un peu d'éléments. Mais déjà, qu'est-ce qu'on peut se dire en tirage ? Junon, quand tu la tires, Junon, c'est la protectrice des femmes, d'accord ? Elle symbolise le mariage. Et en particulier lorsqu'elle est représentée comme ça, avec ce voile-là. Ok. Elle est aussi le symbole de la fécondité. Donc, elle va évoquer la naissance, l'enfantement, la fibre maternelle aussi. Et par analogie, elle peut aussi remonter un projet débouchant sur une création personnelle, à valeur affective, sur une femme importante, pouvoir, parfois avec cette jeunesse et cette force vitale. Elle peut aussi s'agir de quelqu'un chargé en énergie, qui a de fortes ambitions, qui se donne les moyens d'y parvenir et tout. Et Jupiter, lui, le Jupiter, c'est le maître des dieux. Donc, nombreuses conquêtes amoureuses, une multitude de conquêtes amoureuses. Jupiter, en tirage, il va symboliser aussi la paternité, l'autorité, la puissance, la force, la supériorité aussi. Hein. Jupiter, c'est Zeus hein, dans la mythologie grecque. C'est celui qui réussit, quoi. Hein, et surtout qui a besoin de satisfaire ses envies, sans retenue non plus, sans se prêter un peu aux éventuelles conséquences. Hein. Donc, c'est un homme qui réussit, qui va être admiré, qui va séduire tout le monde. Mais il porte aussi ce marquage un peu plus égoïste, son manque de sens moral. Voilà. Hein. C'est facilement compréhensible. Dans le tirage, ils peuvent soit se mettre en miroir, même dans leur posture, vous voyez. C'est assez rigolo à voir ça. Parce que du coup, si ce couple Jupiter et Junon, il n'a jamais été très paisible, hein, il se querelle quand même pas mal. Jupiter a beaucoup d'aventures amoureuses, elle est assez jalouse, elle persécute les concubines de Jupiter, même jusqu'à conspirer hein, pour le détrôner. Hein, donc Junon, elle a aussi ses infidélités et tout, donc ça symbolise quand même un couple un peu sulfureux, avec des mésententes, des jalousies.
Et c'est marrant parce que cette opposition-là, on la voit aussi dans cette posture en miroir. C'est assez rigolo, je trouve. Enfin, c'est ma réflexion, hein, mais voilà. Et on va retrouver son pan, lui on va retrouver son aigle ici. La papesse devient Junon et le pape devient Jupiter. Okay, ces changements créent un tarot qui est plus neutre du coup religieusement parlant et peut-être plus universel et qui va aussi moins gêner sa diffusion. Voilà. Donc cette variante-là, principale, va créer en fait le tarot dit de Besançon. À l'époque, il y a plusieurs ateliers qui produisent du tarot. Il y a Jean-Baptiste Benoît, qui travaille avec François Isnard, retenez ce nom-là. Il y a Nicolas François Laudier, il y a Louis Carré, il y a Joseph Roche-Muller, il y a Arnaud Lecar, il y a Jacob Gégé. Celui-ci, c'est un Jacob Gégé, ok ? Donc ça, c'est les derniers en fait quartiers où se trouvent les graveurs. Hein. Et donc, tout à l'heure, je vous ai dit, Jean-Baptiste Benoît avait un graveur qui travaillait pour lui à Strasbourg, qui s'appelait François Isnard. François Isnard, hop, je ne vais pas vous perdre direct, mais je vais vous le montrer. Sur la carte du chariot du Jacob Gégé, on a son écusson sur le chariot. François Isnard, au départ, quand il grave du coup les matrices hein, qui sont en bois, hein, pour le coup, ça peut être en cuir aussi. Ces matrices-là, elles servent ensuite à imprimer du coup ces fameuses cartes. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on voit sur la carte du chariot le F et le I. Et même ces initiales-là, elles vont apparaître ailleurs, sur donc l'écusson du chariot, sur l'as de denier aussi. Et en fait, c'est sur le chariot souvent qu'on attribue la signature atelier, ok ? Donc le graveur. Donc le chariot du Besançon, il va représenter plusieurs fois en fait l'identité des graveurs qui ont bossé pour eux. Et ça va nous permettre comme ça de situer un petit peu l'origine iconographique en fait et l'origine locale, le lieu, la localisation d'où provient le tarot. Donc le Jacob Gégé en fait a implémenté des planches de François Isnard qui était strasbourgeois et qui travaillait pour Benoît. Junon et Jupiter, du coup, à l'époque, pour vous symboliser un petit peu le truc, Junon, elle est représentée souvent avec ce voile-là autour et son pan, et Jupiter, il est représenté avec son aigle. Okay, l'aigle, souvent un symbole de souveraineté céleste hein, aussi. Autre différence, hop là, donc je vous ai parlé de Jupiter, je ne l'ai pas sorti le pauvre, il est là. Cupidon aussi a les yeux bandés hein, et vise les yeux de l'amoureux. Hop, ça c'est quelque chose que vous n'allez pas retrouver forcément dans les types 2. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'ai la lune aussi. Alors la mort n'a pas le même directionnel dans le Besançon aussi. Le diable, il est vachement velu et il a cette forme un peu insecte hein, qui est un petit peu particulière aussi. Hop. La lune, elle est de face. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah oui, et le monde est une figure qui est beaucoup plus androgyne. Avec cette posture qui est très singulière, comme ça. Pardon, deuxième appel pour le boulot. Je vais me mettre en ne pas déranger, les gars. Cette posture-là du monde, pareil, elle n'est pas commune. On dit que c'est une posture en contrapposto, avec cette jambe un peu inclinée, comme ça, qui est assez connue aussi sur les statues mythologiques et grecques. Pour les couleurs, on est sur des palettes de rouge avec le vermillon, de jaune avec l'ocre, de bleu azur, de vert olive aussi, pas mal. D'ailleurs, ce vert-là va complètement disparaître hein, sur le Grimaud, ce qui est assez dommage parce qu'il est très beau. Donc en fait,
Bon, sur l'axe rhénan, comme ça, le style Besançon, il va rester un petit peu quand même similaire. Il a des contours un petit peu épais, des visages qui sont très expressifs, des proportions qui sont légèrement un peu naïves aussi quand même. Et il y a toute cette armada comme ça, notamment sur l'as de coupe, si je vous le trouve. Hop, l'as de coupe, il est là. Vous voyez? Hop, je vous le disais là. Hop, sur le 2 de coupe, on a bien Strasbourg, Benoît. Donc c'est bien les planches de Jacob, GG, ils proviennent bien de Strasbourg, de l'atelier Benoît, qui avait comme graveur François Isnard. Et donc là, on a par exemple cet as de coupe qui n'a rien à voir avec l'as de coupe du Noblet, par exemple. Donc il y a ce style un petit peu ancien. Pareil, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que le tarot il devient ésotérique à partir de 1781 avec Cour de Gébelin. Donc il interprète les arcanes un peu comme des systèmes symboliques anciens. À cette même période-là, du coup, vous le comprendrez, le tarot se diffuse largement aussi en France et dans ces régions-là aussi de l'axe rhénan, Europe centrale. La diffusion du Besançon en parallèle aussi avec le fait que le tarot devient ésotérique, elle se fait en Alsace, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, ça circule vraiment pas mal autour du Rhin et d'ailleurs ce tarot de Besançon va inspirer le tarot suisse, Gigi. Et dans le Marseille, on a un style qui est quand même plus provençal et dans le côté Besançon, on a un côté plus rhénan, quoi, qui est avec des inspirations plus italiennes, suisses, Allemagne et tout. Il y a un autre quartier, c'est Le Quart, c'est un Besançon aussi qui est très très connu, qui a des gravures qui sont un peu plus fines, avec des compositions qui sont un peu plus équilibrées, qui est un des Besançons aussi qui est très très connu et recherché des collectionneurs. Parce que les collectionneurs, ce qu'ils aiment avec le Besançon, c'est que mine de rien, il traduit des faits historiques localement de cette région-là. Il est plus rare que le Marseille classique. Hein. Et il a vraiment un style graphique et une composition qui lui est propre, bien qu'il va ramasser quand même tout l'iconographie quand même classique du Marseille, mais en se l'appropriant par son contexte un petit peu local et culturel. Donc je m'éloigne un peu et je vais mettre du coup les jeux que j'ai de Marseille pour que vous voyez un petit peu la richesse du fait qu'il y ait ces variantes-là. Parce que personnellement, je trouve que c'est vraiment ça qui fait la richesse du Marseille. Et des variantes comme le Besançon notamment et tout. C'est qu'on parle souvent de tarot ancien et tout. La plupart des gens, ils s'imaginent que immédiatement le tarot de Marseille et tout, mais il y a eu beaucoup de variantes de ce même tarot qui est de la grande famille Marseille. D'ailleurs, le Besançon est une famille Marseille. Mais dans le Marseille, il y a les types 1 et les types 2, ce que je vous ai dit. Et il y a toutes ces branches un peu obliques là, comme le Besançon, comme le tarot suisse, des choses comme ça. Mais en soi, il y a quand même beaucoup de similitudes, mais il y a aussi quelques différences qui font en fait la différence en tirage, tout simplement. Le Noblet, je vous l'ai dit, 1650. Lui, on est au... Alors, Mingelo marque 1700, mais on est quand même plus autour de 1850, donc plutôt 19e siècle. Et le type 2, ça va être un jeu que je vais vous montrer ici. Quand vous allez reconnaître cette boîte, vous allez dire « Ah, la boîte !» Et un jeu que je traque depuis à peu près, je dirais 7 ans, mais 5 ans de façon plus intensive et plus stratégique aussi, tout simplement. Que j'ai changé en fait ma façon d'être en quête sur ce jeu. Je vous ai dit que je vous ferai l'explication de ce jeu-là. J'ai créé un tirage autour des jeux qui avaient une histoire. Je vous ferai ces deux-là en même temps, ok ? Donc, c'est un Paul Marteau, 1930. Je n'ai pas la boîte, mais le jeu est complet. Il est en très bon état, bien que vieilli par le toucher. Du coup, voilà, je me suis rapprochée de la Maison Grimaud via juste un email, tout simplement pour m'aider à dater ce jeu avant achat. Et ils m'ont donné des éléments, en fait,
pour le dater plus particulièrement, et la personne m'a gentiment répondu que ce jeu-là, du coup, en fonction des éléments que j'avais pris en photo et des éléments que je lui ai donnés, parce que n'ayant pas la boîte, les boîtes ont changé de couleur aussi avec les années et les éditions, donc ça aide à dater beaucoup, mais moi je l'ai pas la boîte, donc du coup ils m'ont gentiment aidé, et du coup ce deck-là est de entre 1935 et 1941. D'après eux, et donc c'est un deck qui a bien servi, mais qui est de façon, enfin il est assez impeccable, c'est-à-dire qu'il a été beaucoup tenu et tout, ça se voit aux tranches, il est quand même très coloré, il est peu marqué en brassage pur, et donc je pense que c'est un deck qui a beaucoup été étalé pour tirer, et d'où sa conservation aussi sur ses tranches, malgré le fait que voilà, elle soit pas mal noircie et tout. Il n'y a qu'une carte qui a été réparée par l'antiquaire. Voilà, c'est la carte de la force, mais elle a été tellement bien réparée qu'elle a même encore toute sa rigidité. Donc vraiment un super boulot à lui. Donc il y a eu 3 propriétaires, mais voilà, je vous en parlerai vraiment de façon plus longue et de façon très dédiée. Et je vous montrerai aussi les 2 tirages sur les jeux anciens, ou en tout cas qui portent une histoire, que j'ai créé. Je vous l'ai partagé sur Instagram d'ailleurs. Et on se papotera de ce tirage-là, qui est très très singulier pour celui-ci. C'est un deck qui a connu la guerre, et qui l'a connu, je pense, d'assez près. De ce que j'en ai compris, de ce que j'ai aussi traqué avec les jeux de Audrey, Tarot de l'ombre, et avec le Lenormand de Iéna, il y avait de la carte au tradi. C'est un jeu qui m'a beaucoup saisi, qui m'a beaucoup touchée, qui avait envie de parler. Je vais dire ça comme ça, vous allez me prendre pour une perchée, mais c'est vrai. C'est un jeu qui avait envie de parler, qui avait envie de raconter ce qu'il avait... qui avait envie de raconter les gens qui l'ont possédé, qui avait envie de faire honneur, je pense, aux gens qui l'ont possédé. Donc voilà, c'est un jeu qui me touche beaucoup. Et donc ça, c'est un type 2, c'est un Paul Marteau 1900, de l'édition 1930, en gros, qui a été un gros tournant parce que c'est la période d'industrialisation de l'impression. Et donc du coup, on va partir sur quelque chose qui est beaucoup plus standardisé. On va aussi perdre certaines couleurs parce qu'elles sont moins gérables, moins stables et tout, en impression industrielle et tout ça. Donc le type 2 va beaucoup standardiser et devenir le modèle un peu dominant comme ça en France. La plupart en fait des tarots de Marseille sont des dérivés convers. D'ailleurs, celui-ci est un dérivé convert. Le tarot de Besançon, du coup, vous l'aurez compris, il a changé, il a fait des remplacements, il s'est adapté à des contextes religieux, culturels, commercial aussi, pour faciliter sa diffusion et tout ça. Ce qui permet en fait à un Besançon de reconnaître que c'est un Besançon dans... c'est le Junon et Jupiter. Donc il y a l'absence de tiara papale, de bénédiction, de cardinaux agenouillés. Enfin voilà, il y a vraiment une absence de symbole catholique direct, clairement, parce qu'ils sont dans cette région protestante. Les expressions des personnages sont quand même plus expressives, parfois peut-être un petit peu plus caricaturaux et tout ça. Ce qu'on va retrouver aussi, c'est des rouges plus sombres, des bleus plus profonds, des jaunes plus ocres, alors que dans le Marseille, on va retrouver des rouges plus vifs, des bleus plus clairs, des jaunes plus brillants. Donc il y a vraiment aussi une différence de couleur, je trouve. Dans le tarot de Besançon, c'est ce qui fait en tout cas que moi j'aime beaucoup les couleurs du Besançon. L'expression des visages aussi va être plus expressive, plus caricaturale, je trouve aussi, sur le Besançon par rapport au Marseille, mais ça c'est peut-être une appréciation de ma part. Pareil, je trouve que les chapeaux sont plus décorés, les costumes sont moins médiévaux que dans le Marseille. Il y a plus d'ornements, plus de motifs comme ça aussi supplémentaires sur les cartes. Et en fait, c'est toutes ces particularités-là qui font que les collectionneurs adorent ce jeu. Parce qu'entre la production limitée, une esthétique un peu différente, des petites variations historiques qui sont liées au contexte religieux et culturel et tout, bon bah voilà, là t'as tout ce qu'il faut pour alimenter les collectionneurs.
Je vais juste faire mon petit parallèle sur la franc-maçonnerie parce que c'est un jeu, le Besançon, qui est assez assimilé à la franc-maçonnerie. Pourquoi? Parce que, enfin, moi je dis ça, mais parce que en faisant mes petites recherches sur le Besançon, les gars, pour comprendre l'iconographie et compagnie, je me suis rendu compte que le Besançon, quand je le tapais et quand je faisais mes petites fouilles là, le Besançon et la franc-maçonnerie ont été évoqués dans des livres ésotériques. Ok. Donc, mais bon, après il faut distinguer ce qui est historiquement prouvé et ce qui est une interprétation symbolique pure, hein, mine de rien. Donc moi, dans ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que bon, la franc-maçonnerie, pour remettre du contexte aussi historique, ça apparaît, la franc-maçonnerie moderne, apparaît officiellement au début du 19e siècle. Donc on est un peu dans les mêmes époques, quoi. Il y a un événement central de la fondation en fait, de ces loges maçonniques autour de 1717 à Londres. Mais ces racines remontent à des traditions qui sont très différentes. Hein. Donc les bâtisseurs médiévaux du Moyen-Âge avaient des loges de maçons. Les artisans, ils avaient des signes de reconnaissance, des règles internes, des transmissions de savoir et tout. Mais là, à l'époque, on parlait de maçons opératifs, c'est-à-dire des bâtisseurs réels. Hein. Puis après, il y a eu une transformation de ces loges maçonniques et tout. Je vais pas savoir vous en dire beaucoup plus. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir du coup comment ça s'était croisé et à quel moment. Donc, il y a eu des loges du coup au Moyen-Âge, comme je vous disais. Puis après, il y a eu des loges qui sont formées pour se transmettre des techniques, des secrets du métier, des organisations de travail aussi. Donc là, on avait ces loges opératives, maçonniques. Puis après, on a eu des sortes de maçonnerie plus spéculative entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, avec comme membres plus de philosophes, plus de savants, plus d'aristocrates, plus d'intellectuels. Donc la maçonnerie, elle devient plus symbolique et plus philosophique. De ce que j'en ai compris, on parle plus du coup d'une maçonnerie spéculative. Dans les symboles forts de la franc-maçonnerie qui ne sont pas des secrets, hein, il y a le compas, l'équerre, les colonnes, le temple et tout ça. Tous ces symboles, ils servent à représenter en fait la construction intérieure de l'homme. Le temple devient une métaphore de transformation en fait personnelle. Ok. Mais alors pourquoi certains ont lié le tarot et la franc-maçonnerie, et notamment le tarot de Besançon? En fait, c'est ça qui m'a intriguée. C'est qu'autour du XVIIIe siècle, je vais y arriver, il y a plusieurs auteurs qui ont commencé à assimiler des symboles cachés dans le tarot. Notamment le plus célèbre, Antoine Cour de Gébelin, dans Le Monde primitif de 1781, il affirme clairement que le tarot contient une sagesse ancienne. Peu après, il y a d'autres auteurs ésotériques qui vont relier tarot, alchimie, tarot, franc-maçonnerie, tarot, alchimie et franc-maçonnerie, voilà. Et au milieu de ça, le tarot de Besançon, il apparaît autour du XVIIe siècle dans une zone, la Franche-Comté, la Suisse, l'Alsace, les régions germaniques. Mais c'est aussi une zone, en fait, où la franc-maçonnerie se développe hyper rapidement. Et au même moment. Donc, il y a des loges qui apparaissent aussi beaucoup à Strasbourg, à Bâle, à Zurich et tout. Et en fait, ça construit un certain lien en fait culturel et symbolique entre le tarot de Besançon et les loges franc-maçonniques. Et en fait aussi le tarot de Besançon remplaçant comme ça les figures du tarot de Marseille, de la papesse et du pape entre Junon et Jupiter qui sont des figures mythologiques, ça a aussi pas mal intrigué aussi les historiens. Il y a plusieurs hypothèses dans ces assimilations. C'est soit éviter du coup la censure religieuse, c'est ce que je vous disais, donc c'est dans une région qui est protestante. La représentation du pape est plutôt mal vue, les imprimeurs le remplacent par des divinités romaines, ça passe mieux. Deuxième hypothèse, il y a des influences humanistes. Autour du XIXe siècle, on redécouvre aussi la culture antique et donc les figures mythologiques romaines deviennent plus populaires et donc on remplace les figures chrétiennes par des figures antiques et voilà, ça va avec les influences du moment.
La troisième hypothèse, c'est du coup l'interprétation maçonnique, c'est que certains auteurs ésotériques ont suggéré que Jupiter représentait un peu l'autorité universelle et que Junon représentait la sagesse. Mais voilà, il n'existe aucune preuve historique directe que ces cartes aient été créées par la franc-maçonnerie ou soufflées ou suggérées par des tierces francs-maçons aux imprimeurs de l'époque. Mais l'association, elle persiste encore entre ce jeu-là et la franc-maçonnerie. Parce que c'est apparu à la même époque, 18e siècle. La diffusion du tarot et la naissance de la franc-maçonnerie moderne, surtout dans ces régions-là où ça s'est beaucoup développé. Il y a cette utilisation de symbolique, ces deux systèmes qui parlent de transformation, de connaissance, de progression. Et ça va encourager un peu les interprétations symboliques. Et puis après, il y a les occultistes qui ont beaucoup participé à ça. Des auteurs comme Lévy, comme Wirth, qui ont intégré le tarot et le symbolisme maçonnique dans leurs écrits. Ils mêlent ces deux mondes-là, mais ils ne travaillent plus sur des correspondances symboliques que sur des preuves historiques, soyons honnêtes. Ce que disent eux les historiens comme Dumet, De Polis et tout, ils sont très clairs là-dessus, c'est le tarot, c'est d'abord un jeu de cartes. Les images, elles viennent de la culture médiévale et Renaissance. Ils trouvent aucune preuve directe avec la maçonnerie ou à l'origine, qui serait à l'origine du tarot en fait. Donc c'est sûr que le tarot de Besançon et la franc-maçonnerie oscillent dans le même climat intellectuel. Donc c'est sûr que ça peut engendrer des liens qui peuvent être faits, mais les origines sont complètement différentes. Là, on est sur un tarot médiéval devenu populaire. La franc-maçonnerie, c'est une société philosophique issue de loges de bâtisseurs. Et le rapprochement, pour synthétiser, vient du symbolisme et des interprétations ésotériques du 19e siècle. C'est plus moderne encore. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelques correspondances symboliques comme le battleur avec l'apprenti maçon. Il y a la force et la maîtrise intérieure, la maîtrise des passions dans la franc-maçonnerie, de ce que j'ai compris. Il y a aussi les colonnes du tarot et les colonnes du temple maçonnique dans la franc-maçonnerie, de ce que j'en ai lu. Il y a Jacqueline et Boaz qui viennent du temple de Salomon. Et pour les occultistes, en fait, ces colonnes-là, elles sont remises aussi dans le tarot. Et donc, du coup, les occultistes se nourrissent de ça. On retrouve ces colonnes dans le chariot, dans la justice et dans la papesse, notamment. Mais ça vient de l'iconographie médiévale et antique. Pareil pour la Maison Dieu, dans la franc-maçonnerie, ils assimilent ça à la chute de l'orgueil. Donc ça pourrait aussi être potentiellement un lien qui peut être fait. Le jugement, c'est la renaissance initiatique pour la maçonnerie. Et le monde, c'est l'accomplissement. Donc et pour certains occultistes, c'est aussi ce dernier stade de parcours initiatique maçonnique. Donc voilà. Et Junon et Jupiter, la franc-maçonnerie, elle a beaucoup d'influence de l'Antiquité, de la mythologie classique. Donc, le fait qu'il y ait Junon pour remplacer la papesse et Jupiter qui remplace le pape, c'est sûr que c'est un climat intellectuel qui peut être assez proche comme ça. Donc, mais après, derrière, il n'y a pas de source historique qui apporte des preuves. Donc, je vous laisse vous-même vous faire un avis là-dessus. Mais c'est devenu populaire, en fait, cette association-là, ésotérique, par des auteurs comme Lévy et Wirth, qui ont relié le tarot, la kabbale, la symbolique maçonnique et tout ça. Et puis, l'humain aime être en quête de savoir secret et tout. Donc, ça peut alimenter ça et être diffusé parce que c'est au goût de l'humanité d'aller chercher les secrets symboliques depuis toujours. Donc, mais après, les images du tarot, elles sont tellement ouvertes à l'interprétation, ambiguës et symboliques, et c'est tellement riche aussi visuellement que ça va forcément encourager des rapprochements philosophiques, quels qu'ils soient. Voilà un petit peu pourquoi ces deux milieux sont associés. Mais bon, après, ça, je vous laisse juger vous-même de l'association que vous voulez en faire ou pas. Un café. Et entre-temps, je me suis changée parce que j'avais un petit col pro.
Mais je me suis rechargée en caféine. Du coup, je vous ai proposé de comparer un petit peu tous ces jeux-là. Donc, on a le Jean Noblet de Jean-Claude Fornoy. On a ici donc le Besançon Jacob Gégé de la maison Imengelo qui a fait cette production-là. On a un Paul Marteau 1930 original. Et on a ce deck-là qui est un Angel Tarot, qui est une version japonaise du tarot de Marseille, que j'aime beaucoup. Elle existe aussi en version US Game, qui est des années 90 à peu près. Donc voilà. Alors c'est parti, on va commencer. Donc celui-ci est un type 1, celui-ci est un type 1, avec quand même des reprises de type 2. Là, on est vraiment sur un type 2 et là, normalement aussi. Ok? Alors, c'est parti. On va aller regarder un peu ça. Donc là, bon, on a les attributs masculins qui sont assez notables. Ici, on est entre un chat et un chien pour le compagnon. Hop. On a notre petit magicien. Là, on avait toujours le même directionnel. Et en fait, vous allez voir la différence d'expression de visage. Ça donne vraiment pas du tout la même énergie à chaque magicien, en fait. Et c'est en ça que, même si on a une structure Marseille, même si l'iconographie, globalement, reste à peu près la même et tout, quand tu te retrouves en face de ce magicien-là, de celui-ci, ou de celui-ci, ou de celui-ci, t'as pas la même ambiance, t'as pas la même impression. Il y a des petites variantes comme ça, un peu sur tout. Je vais vous montrer aussi sur d'autres cartes. Bon, là, on a notre papesse qui n'est pas du tout la même non plus. Mais vous voyez, les expressions de visage sont pas les mêmes. Les couleurs ne sont pas les mêmes. Je trouve ça génial à explorer personnellement, de voir les évolutions graphiques qui ont été, et les options aussi qui ont été retenues pour chaque jeu. Là, elle est beaucoup plus frontale. Là, elle regarde un peu plus vers la droite. Ce qui va faire que, regardez, là, ces deux-là, elles vont regarder l'empereur. Celle-ci et celle-ci, elle ne regarde pas l'empereur. C'est l'empereur qui la regarde. Et elle, ni l'un ni l'autre ne se regardent dans le Noblet. Vous voyez? Regardez. L'impératrice, elle, ne regarde jamais l'empereur. Ça aussi, c'est des dynamiques de tirage, le directionnel, qui sont vachement intéressants à explorer, je trouve. Donc là, notre empereur, dans le Noblet, il regarde vers la droite. C'est, j'avoue, quelque chose qui est assez original. Et vous voyez ces expressions, là, je les trouve vraiment magnifiques dans le Paul Marteau. Il a cette expression de visage qui est vraiment très, très jolie. Et là, on a vraiment une variante très très différente, ne serait-ce que par les couleurs. Et ces deux-là. Mais là, on a vraiment un choix très très différent. Donc là, on a le pape et donc on aura Jupiter pour le Besançon. Là, on a un hiérophante qui est très doux. Très très doux. Ces deux-là se ressemblent beaucoup. Il a un regard très très doux. On a Jupiter. Donc là, on a pareil, là on voit que celui-ci, c'est un tarot un peu plus moderne, donc de type 2. On n'a pas le Cupidon qui a les yeux bandés et qui vise les yeux. Il vise plutôt le cœur. Donc là, on aura les petits blasons avec les lettres IN, FI et SM. Et là, c'est pareil, on a un directionnel où le chariot tend un petit peu vers la gauche. Ici, il est très frontal, mais par contre, ses chevaux se regardent. Vous avez vu? C'est super intéressant. Cette justice, toujours très frontale, droite dans ses bottes. Vous voyez la palette de couleurs? Là, on a du vert, là, on a encore un peu de vert. Ici, on n'en a plus du tout. Et là, on est sur une palette de couleurs choisie. Alors là, c'est un ermite que j'adore. De toute façon, j'adore les ermites en général. Là, vous avez, je pense, mes 3 ermites préférés dans les classiques. Celui-ci, je le trouve très doux, très moyenâgeux aussi.
Et là, j'adore leur regard et leur palette de couleurs, leur grand manteau bleu profond comme ça. Ce que j'aime beaucoup dans ce deck-là, c'est que les bleus sont profonds. Roue de fortune, assez classique. Pas de grands changements sur la roue de fortune. Pour l'ours sur le noblet, on a pour la force sur le noblet, on a un ours. Et là, on va rester sur un lion. Mais pareil, l'expression des visages n'est pas du tout la même. Hein. Et ça, moi, en tirage, ça y joue beaucoup, hein, comme le directionnel d'ailleurs. Notre pendu qui tire la langue. Ouais, il a la même posture. Il est assez fidèle. Hein, voilà. Alors, la mort va beaucoup changer dans le directionnel, vous allez voir. Hop. Dans les types 1, on a une mort qui est dirigée vers la gauche. Et dans les types 2, on est plutôt dans une mort qui est dirigée vers la droite. Celle-ci est très, très singulière dans sa vie, dans ce qu'elle, dans comment elle est représentée. Là, elle est plutôt souriante même, je dirais. Et là, on a quelque chose d'assez similaire. J'aime beaucoup ce bleu aussi, profond, là. Très sympa. Une petite tempérance orientée dans la même direction. Alors, notre diable, là, on va voir ses attributs masculins qui ressortent un peu plus. Là, qui sont un petit peu, voilà, nuancés. Pas de... Alors, dans tout ce qui est tarot japonais, asiatique et tout, c'est peu mis en avant aussi, hein. Là, on a quelque chose d'assez... qui rejoint un peu le côté insecte, hein, avec ce côté velu, ses ailes, là. Et très velu. Où, ça se perd avec le temps. On perd aussi l'image, la figure sur le ventre. Alors, la maison de Dieu, c'est aussi assez intéressant parce que là, on dirait que ça vient des cieux. Ici aussi, hein, presque il y aurait une flèche ici. Hein. Et ici, on dirait que ça sort plutôt de la tour. L'étoile, on a une figure plus féminine ici et plus androgyne sur le Besançon, je trouve, et même malgré la chevelure assez longue. Mais là, on a un directionnel qui est différent. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, cet oiseau-là apparaît ici, mais il n'apparaît pas là ni là. On a une lune en frontale pour les types 1 et une lune de profil pour les types 2. Mais vous voyez, ces bleus là, c'est presque les mêmes. Hein. C'est vraiment magnifique. Je ne sais pas si le soleil, vous voyez grand chose parce que il y a le rayon de soleil de fin de journée. Notre petit soleil. Après, c'est mon appréciation aussi hein, sur le moment. Pour le jugement, on a quelque chose d'assez similaire. Et ce bleu, là, cette palette de couleurs est sublime, hein, franchement. Sur le monde, on a quelque chose, du coup, avec cette posture hein, qui est très significative, dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, on a une femme dansante, qui n'est pas dans la pleine joie, hein, sur son expression faciale. Hop, donc sur le pôle marteau, on a le tampon, qui, du coup, représente... Le tampon d'impression. Ici, on a le FI, vous vous souvenez, François Esnard. Hop. Et là, on a des palettes de couleurs sublimes. Hein. Donc là, ils ont repris le classique. Donc, il marque Manufacture by Angel Playing Card. Et les couleurs de ce deck sont superbes. Et vous avez vu, il associe les deniers au carreau. On a une référence cartomancie sur ça. Qui n'est pas celle de Iéna, hein, d'ailleurs. Ici, c'est par rapport à l'altère, par exemple. Donc, on a ce denier avec ses couleurs sublimes, hein, ce bleu profond. Donc, on a des compositions de cartes hein, plus ou moins différentes, mais je trouve la palette de couleurs, dans tous les cas, hyper réjouissante sur toutes. Hop. Ça, j'ai pas creusé. Il faut que je creuse cette symbolique au milieu, là. Je l'ai pas fait sur le 4. Comme ce blason, quoi. Le 5. J'adore les petites touches de couleur de celui-ci.
Bon, je vais peut-être passer au personnage de cour pour éviter que ce soit trop long pour vous. Hop. Vous allez voir un petit peu la dégaine qu'ils ont. Hop. Bon, j'espère que ça vous ennuie pas de regarder avec moi les 4 jeux comme ça, 4 Marseille différents, d'époques différentes aussi. Donc là, on a un valet de denier tourné vers la gauche. Ici, il est tourné vers la droite. Là, ils regardent leur denier. Ici, pas du tout. Je trouve que vraiment, ça donne une dynamique très, très différente, ça. Moi, le directionnel, je sais pas vous, mais moi, il est hyper important dans mes tirages. Les cavaliers, pareil, sont tous vers la droite. Il y a un cheval qui est plus engagé, qui paraît plus dynamique que sur ces decks-là. Et les visages sont très beaux sur ce deck. On a une reine de denier qui est similaire. Hop. Toujours les petits rappels carreaux. On a un roi de denier. Je les trouve magnifiques, les rois de denier. Regardez comme ils sont trop beaux. Mais les beaux gosses des rois de denier, quoi. Ils ont des visages super cool. Ils sont trop bien faits. J'aime beaucoup aussi. Et pareil, ici, regardez comme il est beau. Je trouve les traits des visages très très réussis sur ces rois-là. Hop. L'as, qui est saisi en main là. Là, non, mais... Donc, on a le rappel carreau aussi avec les trèfles. Hop. Là, je vais passer, pareil, je vais vous montrer que les personnages de cour, pour pas que ce soit trop long. Hop. Donc, j'en étais au valet. C'est parti. Le cardstock de ce jeu, aussi, du Paul Marteau, il est incroyable. Il semble tellement résistant. Et il l'est, ça se voit. Hop. Il est là. Notre petit valet de bâton, qui fait très jeune, je trouve. Très juvénile, ici. Il incarne bien le page. On a un cavalier de bâton, qui a le même directionnel, qui se ressemble pas mal, je trouve. Notre reine de bâton. Elle a une dégaine ici, je trouve. Trop. Et notre roi de bâton, qui fait toujours, je trouve, assez jeune. Et cette palette de couleurs, elle n'est pas trop belle, franchement. J'espère que vous voyez bien. Magnifique. L'as, là, on va voir toutes les influences un petit peu suisses, germaniques et italiennes aussi. Très beau as de coupe. Très, très beau. Alors, je me permets de faire un petit arrêt sur le dos de coupe, qui est historiquement aussi un endroit où les quartiers imprimeurs et tout ça mettaient leur petit blason. Donc, vous voyez là, Jean-Baptiste Benoît, donc Benoît, Strasbourg, là, le Noblet. On a un cartouche rouge pour le Paul Marteau. Hop. Ensuite, hop, on va passer au valet. Qui a une tête qui me fait trop marrer ici. Il a l'air complètement désabusé, le pauvre. Il est hyper doux ici, je trouve. Et si vous remarquez bien, le calice, là, est recouvert dans les deux cas, sauf ici. Pas sur le type 2. Le cavalier de coupe. Notre grand romantique idéaliste. Notre reine de coupe, qui est plus frontale ici, je trouve. Là, elle est plus dirigée vers la gauche. Ici aussi. Vous voyez, la coupe qu'elle tient aussi, belle, hein. Notre roi, qui est très très beau roi aussi. Regardez comme ils sont beaux.
Je les trouve super beaux. Leur visage est trop joli. Et on n'y saisit pas du tout les mêmes choses. Hein. Moi, je trouve ça incroyable. L'as, magnifique. C'est que des beaux as. Très, très beaux. Donc, on a cette fameuse feuille d'olivier et de palmier hein, qui retombe. Pas ici, mais... on a le rappel carreau à la place. Hop, et je vais passer directement au valet. Alors, il y a des petites nuances hein, sur les mineurs aussi, mais bon, peut-être pas faire une vidéo de 4 heures. Hein. Je vais vous saouler à force. Hop, et voilà. Pareil, je crois que le directionnel est respecté. Ouais, voilà. Regardez comme il est beau aussi. Ils sont magnifiques. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Notre cavalier, vous allez voir qu'il y a des chevaux qui sont plus... qui transpirent plus l'énergie du cavalier, je trouve, que d'autres. Très très beau. Avec ses épaulettes à visage là. Notre reine d'épée, que je trouve absolument sublime ici. Vraiment très très jolie. Et notre roi d'épée, qui fait jeune aussi, hein, le roi d'épée, je trouve. Magnifique. Les palettes de couleurs sont très très belles, je trouve. Et voilà, écoutez, cette petite exploration entre 3 tarots de 3 périodes assez différentes. Le Noblet de 1650, hop, qui est là. Le Besançon de Jacob Gégé, qui est plutôt 18e, 19e siècle. Hop, on a le Paul Marteau 1930, que vous découvrez, mais que moi j'ai depuis quelques semaines déjà. Mais j'avoue que je l'ai gardé un petit peu pour moi parce que j'en ai profité. J'en ai profité. Il avait plein de choses à me raconter. Donc voilà. Et j'en ai parlé à Amandine, si tu passes par là. On se fait nos confidences jeu. Et le Angel Tarot, qui est un tarot moderne que je surkiffe aussi. Dans les derniers Marseille que j'ai rentré, que je trouve très chouette aussi. Alors moi j'ai le Pagan aussi que j'adore, que je type Marseille. J'ai le tarot de Marseille alchimique de Robert & Place que j'aime bien. Pour quelque chose de très très moderne, vous avez le Petit Marseillais de Dextini qui franchement est une super création moderne. Moi, perso, j'adore. J'y retrouve les codes, en fait. J'y retrouve les codes et aussi cette patte Dextini hyper cool. Pas prise de tête aussi. Et je le trouve très, très pertinent en tirage. Ces bouilles sont super chouettes. Les couleurs sont très vibrantes. Donc, ça, c'est cool. Alors, ou que vous avez envie d'avoir un truc un petit peu plus fun. Ces bouilles-là sont... Voilà, sont très accueillantes, on va dire. Donc voilà, ces couleurs sont très cool. La qualité, moi je l'aime beaucoup. C'est ma même qualité que mon Teddy Tarot première version ou deuxième version, celle-ci. Donc je trouve que c'est des cartes qui résistent extrêmement bien. Mon Teddy Tarot est encore impeccable. Il n'a aucune marque d'usure. Donc peut-être que certains trouvent que ça accroche un petit peu. Franchement, à l'usage, à force, plus du tout. Vous voyez, on a retrouvé un peu du type 1, mais sans le diable sur le ventre. Mais on retrouve quand même hein, des choses. Très, très mignon. Et super pertinent en tirage, super cool, super sympa. Là, on a cette coupe qui est très argotique. Et dans le 2, qui est souvent une carte d'identité aussi des ateliers, là, on a des symboles de la Thaïlande. Très très joli deck.
Et le dernier Marseille que j'ai rentré de mon côté, c'est un jeu qui j'avais pas prévu de rentrer, mais qui m'a saisi un petit peu au cœur. C'est celui-ci, La Corte di Tarocchi de Anna Maria Donofrio. Donc en collaboration avec la maison d'édition milanaise Imengelo. Celle-ci, c'est une édition de 2018. C'est un jeu que je voulais me prendre à la boutique aussi. Alors après, comme je vous disais, j'en ai plusieurs dans ma wishlist. Et en fait, pourquoi je l'ai pris? Parce que pareil, je l'ai trouvé à 50 € sur Vinted. Qui est pas cher parce qu'entre guillemets, la problématique, c'est juste les frais de port avec la maison Imengelo, à moins de les prendre sur place. Mais voilà, et là on est sur une édition de 2018, donc c'était la 3e édition, et en fait ce que j'aimais beaucoup c'est d'avoir cette carte là sur le dessus. Alors normalement il y a la carte du fond, hop. Alors c'est un format qui est assez singulier aussi, hein. Regardez, très très singulier comme format. Les couleurs sont incroyables, il est très très original, j'en ai pas deux comme lui des Marseille, c'est sûr. Je voulais juste vous retrouver la carte du fou qui normalement est la carte. Hop. Bon, je vais vous passer les cartes viteuf, comme ça vous verrez. Mais j'ai eu un gros, je sais pas, en fait cette lune et cette petite chouette me transportent, voilà, je sais pas, ailleurs par rapport au Marseille que j'ai déjà. Et quand j'ai vu que du coup elle était vendue pas cher, entre guillemets, et enfin, en tout cas pour la qualité que c'est sûr que c'est pas cher. Et que c'est une version antérieure, bah écoutez, je me suis dit, bah why not, hein, Meg, vas-y. Franchement, en ce moment, je lâche un peu les chevaux, j'avoue. Je referai du tri dans ma carto, c'est pas un problème, je me connais. Je sais que derrière, je refais un tri si nécessaire. Je vais peut-être zoomer un peu pour que vous voyez les cartes, parce que pareil, c'est un Marseille qui est du coup assez original, de par sa palette de couleurs, de par les visages aussi. Hop, et franchement, je le trouve hyper canon. Donc c'est un jeu que je connaissais d'avant, mais je l'ai revu il n'y a pas longtemps aussi sur le compte de Céline. Hop, qui est très Marseille aussi. J'adore cette palette de couleurs avec ces bordeaux en fait. Ces bordeaux et ces bleus profonds, moi, me transportent direct. Je sais pas pourquoi, mais je ne saurais pas trop l'expliquer. Et donc, bah écoutez, je me suis dit, normalement, on n'y va pas là, enfin, on y va sur mai à Milan. C'est un petit trip de 3 jours qui est prévu là en famille avec ma puce et mon chéri. Et bah écoutez, j'en ai d'autres dans le viseur, donc c'est pas très grave. Et en fait, je trouve que ça ressemble beaucoup à Lilu où il y a la papesse là, avec sa petite chouette. Et ça, j'aime beaucoup. Là, on a un chien très mignon, pour la force. Je sais pas, il me touche ce deck. Je le trouve très doux, très très doux. Enfantin et très doux. Vraiment, j'en ai pas deux comme lui, ça c'est certain. J'aime beaucoup les visages. Je trouve qu'il a quelque chose et d'enfantin et de touchant. Et en même temps, il transporte vraiment tout ce qu'il faut du Marseille. Elle est cool, cette mort aussi. Vous voyez, cette palette de couleurs, elle est très chouette. Florenti, hein, Florence. Alors après, il faut... C'est en italien, mais ça se comprend. Hein. L'ermita. Il est mignon, cet ermite aussi, j'aime bien. Il s'éloigne là, dans sa quête. Le diable. Je sais pas si j'espère que vous y voyez quelque chose, le soleil qui est en rasant comme ça. Mais très très kiki et franchement très contente de l'avoir topé sur Vinted du coup. Donc ouais, ma collection Imengelo ça a grandi, même si bon voilà c'est sûr que je me suis dit non tu les achèteras là-bas, ça fera partie de ton souvenir et tout. Franchement je m'en trouverai d'autres là-bas, faut pas s'inquiéter pour ça. Et je sais qu'ils vont transporter un souvenir qui sera différent. Voilà, et en fait normalement c'est cette carte là maintenant qui met en devant sur la boîte, mais j'avoue que je sais pas, j'ai un faible pour celle-là qui est le dos de deck aussi.
et que je trouve très joli. Donc ouais, super mignon. Lui, j'ai pas fait son interview de deck ni rien encore. Petit damier, trop cool. Il faut que je me le fasse aussi. J'ai pas mal de jeux où je dois faire des interviews de deck. Après, dans mes prochaines arrivées, tiens, bah, on va quand même juste lui demander la carte d'identité. Parce que je l'ai même pas fait encore pour celui-là. Alors j'y arrive, mais c'est pas un format qui est très fluide en brassage. J'y vais tranquille parce que sinon les cartes se retournent assez vite. Dès qu'il est. Hop. Oh, la tempérance. Mais ça lui va bien, je trouve. Il a l'innocence de l'enfant doux et calme, je trouve. Je pense qu'il est vachement dans l'énergie. Ça lui va trop bien. Il est reposant, ce deck, étrangement, je trouve. Enfin, avec moi, en tout cas. C'est l'énergie qui m'amène. Donc, voilà. Trop chou. J'aime beaucoup. Donc, je suis très contente d'avoir trouvé cette ancienne version, enfin ancienne, qui est un peu plus intérieure. Parce que, bah, du coup, hop, j'ai cette petite chouette que j'aime beaucoup. Hop, je vais laisser ça sur le dessus et continuer son tirage interview. Hop. J'espère que bah, ce petit moment voilà, autour du Besançon, de ces Marseille, variantes Marseille et tout, vous aura plu. Écoutez, moi je suis assez fascinée par les variantes qui existent et je geek un peu sur les cartes assez souvent. Donc j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi et que vous aurez passé un bon petit moment avec ces Marseille et le Besançon notamment. Vous aurez appris quelques petits trucs sur lui. Et puis écoutez, la prochaine vidéo, c'est je pense un arrivage de MPC. J'ai 2 commandes qui arrivent de MPC. Il y en a une qui est antérieure à l'autre. Mais les deux vont arriver presque en même temps. Pourtant, à frais de port équivalent, enfin bon, le basique. Et puis, du coup, il me tarde de voir ça. C'est des decks où il n'y a pas de revue. Enfin, certains, il n'y a pas de revue. D'autres, j'en ai trouvé. Il y a quelques decks de Channel Days, parce que vous le savez, elle va clôturer sa boutique le 15. Donc j'aurais aimé vous les montrer avant, mais malheureusement le temps que je les reçoive je pourrais pas vous les montrer avant que ça clôture. Et puis je vous parlerai un petit peu plus de ce deck là de Paul Marteau 1930 qui aura droit à sa vidéo et je vous expliquerai un petit peu comment je farfouille mes decks, quelle a été aussi toute la démarche avec lui, les différents contacts que j'ai pu avoir et notamment je vais parler un petit peu des enchères et puis voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Je vous fais de gros bisous et puis à très vite. Je vous dis pas à très vite en story pyjama parce que le soir je suis éclatée en ce moment, j'arrive à rien faire d'autre après ma fin de journée. Et surtout, monsieur est en déplacement pour plusieurs jours, déplacement pro. Donc j'ai 2 fois plus de boulot et j'avais déjà pas mal de taf. Donc comment vous dire que ouais, j'arrive, je suis éclatée. En plus, j'ai pas papy et mamie en ce moment là ils sont aussi en voyage. Donc du coup, je rentre pas trop tard parce qu'il faut que je récupère ma fille à l'école quand même. Faut faire les devoirs et compagnie. Mais derrière, je renchaîne assez tard. Donc voilà, il y aura pas de story pyjama là pendant quelques temps. Mais on se retrouve en pleine forme très vite. Vous inquiétez pas. Je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.